Hop là. Alors, le son, ça a l'air d'aller, donc j'aurais peut-être pas besoin de mon casque. Hop. Ah. Et bonsoir. Et puis, à l'heure du café. Et ben voilà, on est reparti pour un tour. D'abord, bonne année, meilleurs vœux, hein, c'est quelque chose qui se fait, c'est la saison. Bonsoir. Voilà, on va passer un petit moment ensemble. L'idée, grosso modo, je la rappelle, ça pourra permettre peut-être à quelques autres de nous rejoindre. L'idée, c'est d'essayer de voir ensemble comment on peut explorer les nouvelles pistes qui s'offrent pour les artistes indépendants, pour les labels indépendants, aussi dans de nouvelles formes d'économie de la musique, parce que l'économie mainstream rapporte beaucoup d'argent, mais à finalement assez peu de monde. Donc, il y a peut-être d'autres voies à explorer qui sont très expérimentales. J'aime autant le dire tout de suite, hein, parce que voilà, faudrait pas s'imaginer, super, on va sortir des plateformes de Spotify, de tout le monde, des majors, et ça va être génial. Hein. Je crois que les choses dont on va parler aujourd'hui, pour une bonne partie enfin pas aujourd'hui, mais tout au long de cette série que j'inaugure cette année, il y a beaucoup de choses là-dedans qui aujourd'hui concernent dans le monde très peu de gens. Alors très peu, c'est peut-être des fois jusqu'à 1 million de personnes dans le monde. Mais c'est ça qui peut faire la force des choses, parce que on en est là où était Bitcoin en 2011, par exemple. 1 million de personnes, c'était ça. Et puis aujourd'hui, hein, on voit qu'il se passe plein de choses intéressantes dans le monde, partout en ce moment. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai lu à droite à gauche, que le Venezuela serait, outre le détenteur d'immenses réserves de pétrole, serait aussi le pays du monde qui détient le plus de Bitcoin. Il aurait l'État, ou on ne sait pas trop qui, dans l'État vénézuélien, disposerait de 600 000 Bitcoins, ce qui est plus que le Salvador, qui en achète régulièrement, et qui est moins évidemment que le portefeuille, bonsoir, qui est moins que le portefeuille du créateur, Satoshi Nakamoto, qui lui a plus de 1 million de bitcoins, mais qui en fait quelqu'un de potentiellement très riche, si il existe, et je pense pas que, il faut espérer qu'on le revoie jamais, et que ce portefeuille soit définitivement perdu. D'après ce qu'on peut imaginer du personnage, on peut assez facilement imaginer qu'il a acheté la clé. Mais l'ordinateur quantique arrive quelque part pour entre 2028 et 2030. Donc, que va-t-il se passer avec ce vieux portefeuille s'il n'est pas possible de bouger ce million de bitcoins vers une nouvelle adresse mieux protégée? Tout ça va être fort amusant, mais c'est un peu de ça, mais pas seulement, ce dont on va parler, parce qu'on voit tout de suite que ça ne concerne pas que la musique, finalement. Ce qu'on va faire, mais nous on va s'intéresser à la musique, à essayer déjà pourquoi pas même de faire de la musique, c'est toujours sympa, et puis à un moment donné d'utiliser de la musique pour explorer tous ces nouveaux moyens d'essayer de toucher un public nouveau, qui est donc, comme je le disais pour l'instant, est restreint à finalement assez peu de monde au niveau international, mais on peut espérer que petit à petit ça progresse et que ça arrive à un niveau où on pourra commencer à mettre en place une espèce d'économie circulaire, et de pouvoir bénéficier de tous ces nouveaux outils. Alors, ce que je vais proposer pour cette année, enfin pour les mois qui viennent, je ne sais pas exactement pour combien de temps on en a, c'est d'essayer de faire 3 ou 4 lives par mois,
2 qui, comme ce soir, seront, on va dire, format long, c'est-à-dire 2 heures à peu près, pour véritablement expérimenter et essayer de voir ensemble, d'installer des outils, comme on va le faire d'ici un petit moment, on va commencer dans pas longtemps là, à installer les premiers outils, avec la possibilité moi j'ambitionne de tout faire en temps réel, c'est-à-dire que s'il faut télécharger un fichier qui fait X gigas, on prendra le temps de télécharger le fichier qui fait X gigas. Ne vous inquiétez pas, je suis pas sur ma connexion 4G, donc ça devrait aller, j'ai la fibre, mais d'essayer de faire un maximum de choses comme ça en temps réel, de façon à ce que vous puissiez les faire en même temps, si vous le souhaitez, ce qui permet de réagir tout de suite, éventuellement. Ah ben oui, mais là, j'arrive pas à faire ça, ou j'ai pas trouvé, ou ceci, cela. Ou alors de le faire en regardant le replay, ce qui permet de faire pause, stop, rewind autant de fois qu'on veut. Donc ça sera une partie de ces programmes-là. Donc je vais essayer 2 rendez-vous par mois en fonction de mes disponibilités. Malheureusement, Twitch nous pousse à, quand on inscrit des choses dans le calendrier, on est obligé que ce soit des événements récurrents toutes les semaines. On ne peut pas dire, non, je vais faire un truc tel jour à telle heure et puis un autre tel autre jour à telle heure, comme on le ferait dans n'importe quel calendrier. Là, non, évidemment, on comprend, pour satisfaire l'algorithme, ils essayent de pousser à ce que ça soit très régulier, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas toujours possible. Donc voilà, je vais essayer de maintenir ces 2 rendez-vous longs par mois, a priori le mercredi ou peut-être le jeudi soir. Et même horaire, 20h45 jusqu'à 2 heures plus tard à peu près. Et puis il y aura un autre rendez-vous plus court, 1 ou 2 autres. Ça, là encore, ça dépendra des besoins et puis des disponibilités. Plus court, là, a priori, moi, je serais plutôt partant pour le lundi soir. L'idée, ça serait de faire éventuellement du débriefing. Genre, j'ai essayé d'installer tel outil, mais j'ai pas réussi, ou il y a ça qui a pas marché, ou ça s'est pas passé exactement comme je l'espérais. Et qu'on essaye de débugger un peu ces trucs-là, et puis avoir peut-être des discussions et des échanges un peu plus généralistes sur comment chacun voit les choses, à la fois artistiquement, et puis tout ce qui va avec au niveau économique, parce que la culture, ça touche nécessairement à l'économique, et assez rapidement, ça touche aussi un peu à la politique. Voire à la géopolitique, parce qu'on verra que justement ces outils-là sont des outils, quand je dis il y a 1 million de personnes dans le monde qui sont vraiment actives sur ces nouveaux outils, ce sont des outils qui sont un peu invisibles dans les pays riches, comme en Europe ou aux États-Unis, pour une partie d'entre eux en tout cas, parce que malgré tout, nous, on vit dans un certain confort, même si on n'est pas le roi du pétrole, mais par rapport à beaucoup d'autres personnes dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, et notamment en matière monétaire, qui n'ont pas forcément des raisons comme nous, qui n'ont pas une monnaie officielle en laquelle on puisse quand même avoir beaucoup confiance. Et ça, il y a pas mal d'endroits dans le monde où finalement on cherche des alternatives parce que on sait très bien que la monnaie du pays, un jour elle est là, un jour elle n'est pas là, quoi. Donc c'est pour ça que c'est encore tout ça est encore un peu pas secret mais discret en tout cas. Et évidemment, on espère bien que petit à petit cette économie se mette en place. Et qui se repose sur les 3 principes que j'avais évoqués la dernière fois. D'abord avec des systèmes qui, le plus souvent, enfin en tout cas pour ce qui est des logiciels, ou même parfois pour du matériel, soient open source. Donc qu'on puisse examiner ce qui se passe à l'intérieur et puis éventuellement agir dessus et le modifier à sa guise, qui soit sans qu'on ait besoin de demander de permission à qui que ce soit, ce que les anglo-saxons appellent permissionless, et on peut prendre ces outils, s'en emparer et puis en faire quelque chose, et on n'a pas d'autorisation à demander à qui que ce soit. Il n'y a pas une espèce de plateforme centralisée qui, sans raison, va éjecter votre album parce que, oui, mais non, on pense que vous avez fait des faux streams. Dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes qui sont dans ce cas-là, qui d'un seul coup ont des morceaux qui disparaissent ou qui se font striker d'une manière ou d'une autre, sans raison. Sans qu'ils aient spécialement acheté des faux streams, mais parce qu'il y a aussi une mode de gens qui achètent des faux streams pour les autres, pour nuire à d'autres.
ce qui est quand même terrible. Ou alors, il y a des gens qui achètent des faux streams pour des playlists. Et donc, si par malheur, on a un morceau qui s'est retrouvé dans une playlist qui a été boostée artificiellement parce que la personne qui a fait la playlist a acheté des faux streams pour essayer de pousser quelques-uns des morceaux qu'il avait mis dedans, c'est toute la playlist qui en paye le prix quand c'est... mais sur des suppositions. Et en plus, les plateformes ou les agrégateurs numériques, les TuneCore, DistroKid et compagnie, disent que vous avez utilisé des faux streams, mais ils ont toujours du mal à en rapporter la preuve. Donc, l'intérêt aussi de ces nouveaux outils qui sont permissionless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque part quelqu'un qui peut dire « Ah non, toi, ta musique, elle dégage parce que les chiffres des streams sont bizarres. » Donc ça, c'est le deuxième point, open source, permissionless et décentralisé. Là encore, il n'y a pas de plateforme centrale, il n'y a pas un acteur unique qui peut contrôler tout ce qui se passe. Ce qui a des avantages et des inconvénients. On en parlera le temps venu, notamment sur les définitions de la liberté d'expression, qui est une définition qui est variable d'un pays à l'autre, d'une région du monde à l'autre, entre ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Ce qui fait qu'on peut parfois se retrouver confronté à des discours qui sont un peu excessifs, pour le dire sommairement. Donc en gros, ce que j'ai envie de faire là, ça ressemble un peu à une espèce de squat. Alors, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur cette histoire dans les années 90, il y a une espèce de roman feuilleton politico-financier sur la faillite du crédit agricole, non pas du crédit agricole, c'est pas le crédit mutuel non plus, c'était la faillite du Crédit Lyonnais. Voilà, c'était un crédit, mais c'était le Crédit Lyonnais qui a fait faillite. Et le Crédit Lyonnais possédait beaucoup d'immeubles à Paris. Et un de ces immeubles, qui était rue de Rivoli, a été laissé à l'abandon du fait de toutes ces histoires financières. Et des artistes en ont profité pour le transformer en squat. Et ils se sont installés là. Ils ont transformé ça en un lieu de création artistique. Et ils ont eu cette idée, donc on retrouve ce principe, ils ont demandé la permission à personne, le truc était là, ils ont ouvert la porte d'une manière ou d'une autre, ils sont entrés, ils se sont installés, et chose qu'ils ont faite tout de suite et qui probablement les a sauvés, c'est qu'au lieu de le garder pour eux, bien sûr ce lieu, ils l'ont tout de suite ouvert au public, c'est au 89 rue de Rivoli, c'est ça parce que s'ils s'étaient contentés de se dire « Ah super, j'ai pris un appart, super cool, et puis j'ai refermé la porte et plus personne n'a le droit d'entrer, maintenant c'est à moi », il est très probable qu'ils se seraient fait expulser de là par la force. Voilà. Mais le fait de l'avoir ouvert au public, donc de n'avoir demandé l'autorisation à personne, de s'être installé là, et ensuite d'avoir partagé le lieu de manière... pas décentralisé évidemment, là c'était un lieu, mais au moins de partager ça avec le public, c'est ça qui a fait que, à force, et puis des élections municipales approchant, ont fait que des politiciens ont jugé utile, la mairie de Paris a finalement récupéré cet endroit, les a quand même virés pendant quelques temps pour faire des travaux, de la mise en conformité, mise aux normes, etc. Et ce lieu-là existe toujours. Ça s'est passé dans les années 90, et ce lieu-là existe toujours aujourd'hui. C'est même le 3e lieu d'art contemporain le plus visité à Paris, après Beaubourg et... je ne sais plus quel est le 2e. Donc, c'est un peu cette idée-là, c'est de faire un squat, sauf que là, au lieu d'être dans un immeuble, dans une ville française, que ce soit Paris ou une autre, on se retrouve dans le monde entier. On est... aujourd'hui, à peu près 1 million dans le monde à être au courant que ces choses-là existent et à s'en servir. On demande la permission à personne, c'est pas la peine, et on peut partager assez rapidement ça avec le public. Donc c'est un peu cet état d'esprit de squat artistique qu'on fait, mais là il se passe sur Internet plutôt que d'exister dans un lieu physique déterminé. Et ça permet de mettre en place un peu ce qu'on connaît en France sous l'appellation économie sociale et solidaire. Mais sauf que là encore, c'est des choses qui se font au niveau local. Le plus souvent, c'est rare d'être capable de déployer ça à un niveau national, même si ça existe.
Et là encore, l'économie sociale et solidaire en France, elle s'appuie parfois aussi sur des monnaies locales. La France est un pays qui est très très bien placé, qui est très équipé en monnaie locale. Il y en a plus de 80 en France. Alors est-ce qu'elles sont toutes utilisées ou pas? Il y en a à peu près un tiers qui sont numériques. Et évidemment, si on applique ça à l'international, ce principe de l'économie sociale et solidaire, ou ce que les Américains appellent V4V, c'est Value for Value, et qu'on étudiera un peu plus en détail à l'occasion. Et là, évidemment, la monnaie, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Ça va être le Bitcoin, qui, avec le temps, a quand même prouvé sa validité. Peut-être que les plus anciens d'entre vous se rappelleront d'un moteur de recherche, le premier moteur de recherche qu'il y a eu sur Internet à la fin des années 90, qui s'appelait AltaVista, et qui a été la référence. C'était la première fois qu'il y avait un moteur de recherche. On pouvait chercher des trucs et on trouvait des sites qu'on ne connaissait pas et tout, c'était génial. Et puis quelques années plus tard, est arrivé un concurrent qui s'appelait Google, et qui a remporté la mise parce que Google était vraiment nettement plus efficace que AltaVista. oui, ça y est, on se sent vieux. Et pendant longtemps, je me suis dit, Bitcoin, j'ai toujours eu dans le fond de ma tête cette idée que Bitcoin serait aux crypto-monnaies ce que AltaVista était au moteur de recherche. Quelque chose qui, super, quand ça arrive, génial, mais qui, à un moment donné, se fait dépasser par un système plus performant. Et puis, il y a eu toutes des questions qui se sont posées en 2015 quand Ethereum est apparu, ce qui a ouvert la porte de ce qu'on appelle aujourd'hui les altcoins, et qui a eu cette saison altcoins entre 2015 et 2017 où, à un moment donné, le Bitcoin s'était complètement cassé la figure. Il était redescendu à quelque chose comme $3 000 et les altcoins avaient pris énormément. Et là, je m'étais vraiment dit, en voyant ça à cette époque-là, que oui, tiens, peut-être que ça y est, peut-être qu'effectivement, Bitcoin restera dans l'histoire comme le AltaVista des moteurs de recherche ou des crypto-monnaies. Et puis, en fait, non. Et on voit que finalement, ça tient bien pour tout un tas de bonnes raisons. Et c'est pour ça que, en l'absence de meilleures solutions, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser et de commencer à mettre en place la première brique, parce que là encore, on voit bien que ça touche à des sujets qui vont bien au-delà de la musique, mais nous, on fait de la musique, on va s'y tenir et on va regarder toutes les problématiques plutôt administratives et techniques qui se posent à un artiste indépendant pour mettre ses morceaux en ligne sur ces nouveaux outils, essayer d'en profiter. Je dis administrative et technique parce que l'aspect artistique, après, chacun fait ce qui lui plaît. Donc, ça aussi, là, c'est encore plus vieux là, pour ceux qui ont la ref. Et donc, on va commencer, on va regarder, bien sûr, comment mettre en place et devenir sa propre banque. Ça, c'est la première chose, et on va commencer là maintenant. Et puis, après, on abordera tout un tas de problématiques. La gestion des droits d'auteur, nouvelle version, avec des solutions qu'on pourra explorer. Il y en a plusieurs. La question du stockage des fichiers, des sauvegardes, pas plus tard que, je ne sais plus, quelques semaines, dans mon entourage, je ne sais plus qui m'a dit « j'ai tout perdu, j'ai un disque dur. » Oui, quoi, t'avais pas de backup? J'y crois pas. Eh ben si. Et quand on est un artiste indépendant, et a fortiori quand on est un label, c'est-à-dire qu'on a la responsabilité des enregistrements de plusieurs artistes, bien évidemment, les fichiers audio, ce sont les joyaux de la couronne. C'est le catalogue, c'est ce qui fait la valeur économique de l'artiste ou de son label, donc, il faut y faire attention. Et on pourra aborder ça aussi. On parlera aussi d'intelligence artificielle. De plus en plus, il y a des outils qui permettent de se déconnecter du cloud et puis d'avoir ça qui tourne sur son ordinateur, pour peu qu'il soit un petit peu costaud. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'on pourra petit à petit aborder. Et puis, évidemment, faire de la musique, parce que, après tout, c'est pareil, on pourra en discuter aussi. Moi, à la base, je suis quand même ingénieur du son, au départ, comme on dit. Donc, on pourra aussi en profiter pour se partager de la musique, se la faire écouter et se faire éventuellement des commentaires élogieux ou pas sur la façon dont on l'aura fait. Et donc aujourd'hui, on commence par
la brique qui m'a paru fondamentale, la première, la pierre angulaire de l'œuvre, c'est devenir sa propre banque et pouvoir encaisser de l'argent, envoyer de l'argent, payer, recevoir des paiements. Toujours dans cet état d'esprit, système open source, décentralisé, il n'y a pas de chef et il n'y a pas de permission à demander à personne. Ce qui n'est pas sans danger. Le premier article que j'avais écrit, le seul d'ailleurs que j'avais mis sur mon blog en parlant de Bitcoin, c'était en juin 2011. Donc ça commence à remonter un peu. Un article que j'avais intitulé « Crypto-monnaie, avenir radieux ou début des vrais ennuis ». C'était sur mon blog. Et c'est vrai qu'en conclusion, j'étais... et on est en train de voir ce qui est en train de se passer. Là, cette histoire des 600 000 bitcoins au Venezuela, ça c'est intéressant si les Américains mettent la main dessus, ce qu'ils ont l'air de vouloir faire. Et si c'est vrai, parce que pour l'instant on n'est pas sûr. Mais voilà, en conclusion, je disais que les États feraient bien de s'inspirer de ce que la musique avait connu avec le peer-to-peer, parce que le bitcoin, c'est pas autre chose que de la monnaie en peer-to-peer. Et de la monnaie comme de l'argent liquide. Donc que les États feraient bien de s'inspirer de ce que les gens de la musique ont vécu et ce qu'ils ont traversé tout début des années 2000, à partir de la fin des années 90 et début des années 2000 avec Napster et puis ensuite BitTorrent, Kazaa, Mule, etc. À ton avis, est-ce que ce serait pertinent et faisable d'adosser un projet musical comme un album à un altcoin créé ex novo spécifiquement pour celui-ci? Ça s'est déjà fait. Parce que quelque part c'est un peu ce qu'on a vu avec cette espèce de frenzy qu'il y a eu sur les NFT qui était globalement, enfin il y a eu beaucoup d'excitation je trouve sur les NFT par des gens qui étaient sûrement très bons en marketing mais qui ne savaient pas ce qu'est un contrat intelligent et qui n'avaient pas bien compris, donc ils se sont mis à croire qu'ils allaient avoir, qu'il était possible d'avoir un fichier numérique unique. Donc, ils ont confondu DRM et NFT. Est-ce que ce serait pertinent, faisable d'adosser? Alors, adosser, tout dépend ce qu'on appelle adosser, parce que est-ce que l'idée c'est de faire comme ce que font déjà un certain nombre de boîtes type royalties par exemple qui permettent de générer du cash. En fait c'est une forme de prévente de l'altcoin qui sert à partager une partie des droits ou un droit sur les droits, c'est-à-dire d'avoir une espèce de commission et donc de faire un peu, ou de même indépendamement de toute crypto-monnaie, ce qui avait été fait par le fils de Jean-Jacques Goldman qui avait avec Warner monté My Major Company, donc où on disait au public, voilà, il y a un artiste que vous aimez, ce que vous investissez sur sa production, donc ça permet d'avoir du cash pour assurer la production et puis ensuite de partager les résultats, s'il y en a. Ou alors est-ce que ça peut se faire aussi d'un point de vue, je dirais, beaucoup moins financier et plus artistique avec, je sais pas, c'est ça qui est génial, on peut tout imaginer, de dire, tiens, je vais créer un altcoin, un jeton spécifique, et les détenteurs de ce jeton vont avoir, comme crowdsourcing. Ça c'est la première, c'est la première chose. Ça a déjà, il y a déjà des plateformes qui font ça. Le royalties est la première qui me vient à l'esprit. Je sais qu'il y en a une autre qui est où ils essayent de passer des accords avec des artistes pour dire voilà, on va vendre on va tokeniser. On va tokeniser vos droits. Alors, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. La finance est en train de courir après ça. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire en 2008, mais ça n'a pas marché avec les CDS. Et c'est une forme de tokenisation de la propriété. Le Louvre, par exemple, avait eu cette idée, je crois que c'est le musée du Louvre, avant qu'on leur pique les bijoux, qui avait eu cette idée de tokeniser la Joconde. C'est-à-dire que l'idée, ça aurait été de faire un scan en ultra haute résolution de la Joconde, je ne sais pas combien de centaines de mégapixels, et de permettre aux gens d'acheter une fraction de l'image
générés comme ça en ultra haute résolution avec preuve sur NFT. Et voilà, et le Louvre aurait utilisé cet argent pour faire des actions de restauration des œuvres, etc. Ou d'acheter, changer les carreaux sur le quai. Voilà, donc tout est effectivement possible. Après, le problème qui se pose pour l'instant, ça a toujours été le problème de notoriété. Par exemple, quand il y a eu les NFT et cette vague des NFT, quelqu'un qui s'en est très bien sorti, comme souvent, c'est Snoop Dogg. Mais Snoop Dogg est quelqu'un qui, indépendamment de son talent, qu'on lui reconnaît sans problème, hein, mais c'est quelqu'un qui est devenu célèbre grâce à des investissements, si on le regarde vraiment d'une manière financière, des investissements qui ont été faits par des majeures compagnies et des sociétés X, Y, et peut-être même lui-même, et que le fait que les NFT de Snoop Dogg partent comme des petits pains, c'était en fait un retour. Enfin, moi, je l'avais analysé, en tout cas, comme un retour sur un investissement qui avait été fait bien des années avant. Et toute la difficulté, pour l'instant, de ces nouvelles économies, et de celles dont on va parler là aussi, c'est précisément les cas d'école qu'on a pour l'instant, ce ne sont que des artistes qui étaient déjà suffisamment connus, même Trent Reznor avec Nine Inch Nails, quand il décide d'envoyer balader les maisons de disques en disant voilà, on va se débrouiller tout seul, on est assez connu pour ça, ou Arctic Monkeys qui ont fait la même chose, ou George Michael qui à la fin de sa vie avait pris sa retraite de la musique et puis faisait des morceaux dans son propre studio, dans sa villa sur une île dans la Méditerranée, et donnait les morceaux. Évidemment, c'était que des personnes qui, quelque part, pouvaient se permettre de faire ça. Et pour l'instant, on n'a pas eu énormément de cas de gens qui partent vraiment de rien, qui sont absolument pas connus, qui sont signés nulle part, et qui, en se débrouillant petit à petit, arrivent jusqu'au statut de pop star, quoi. Et c'est là où ça rend les choses difficiles. De voir comment on peut générer suffisamment d'argent pour que le jeu en vaille la chandelle, en fait. C'est ça qui est... c'est ça qui est compliqué, mais de moins en moins compliqué, parce qu'on voit bien, il y a une question générationnelle aussi qui se fait là-dessus, qui fait que les personnes plus jeunes, tout à l'heure je lisais un article qui avait rien à voir, mais qui était sur l'élection du nouveau maire de New York, qui pouvait être clivant pour un certain nombre de populations, en particulier la communauté juive new-yorkaise. Le gars est quand même musulman, il a prêté serment sur le Coran, et il a un nom à consonance perso-iranienne. Donc évidemment, ça pouvait faire peur à une partie de l'électorat. Et qu'en fait, l'article que je lisais montrait que la division de la population, la répartition, c'est pas tellement fait par famille de conviction religieuse ou etc., mais beaucoup plus par génération, en fait, et que la vraie division, le vrai écart entre les populations, c'était Virginie Berger et Trent Reznor, bah oui, évidemment. Et que donc c'est pour ça qu'il y a, je pense, beaucoup d'espoir à mettre dans ces nouvelles solutions-là, pour une question générationnelle plus que politique, ou politique au sens d'économie politique, hein, si on est plutôt socialo-communiste, marxiste, ou au contraire plutôt conservateur, néoclassique, voire ultralibéral, quelle que soit sa famille économique. Je pense que l'avenir est plus à mettre dans la division générationnelle que dans d'autres formes de clivage dans la société, puis que ça finira par se rétablir de soi-même. Enfin, en tout cas, c'est ce que je veux croire. Je peux me tromper totalement, mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Alors, qu'est-ce que aujourd'hui, je vais bricoler sous vos yeux, je vais utiliser cet appareil. Donc, on va commencer par installer on va essayer de devenir sa banque à la maison. Alors, ce que je vais faire,
moi, ce que je me propose de faire, c'est essayer de vous montrer exactement, presque exactement, comment on pourrait faire les choses si on était carrément en mode ultra parano, limite survivaliste. Sauf que quand tu es vraiment survivaliste, tu comptes même pas sur une connexion Internet. Là, il en faut une quand même. Donc, bon, on ne pourra pas envoyer des bitcoins par signaux de fumée. C'est une des limites du système par rapport à l'or, par exemple. Enfin, on ne peut pas l'envoyer par signaux de fumée non plus, mais au moins on peut l'échanger avec quelqu'un sans avoir besoin d'aucun appareil électronique ni d'électricité. C'est quand même un avantage certain. Alors moi, je vais utiliser cette chose-là, qui est un Mac Mini, qui date... C'est le premier Mac Mini que j'ai eu quand je me suis installé dans ce studio ici en 2015. Donc celui-là, ça va être un modèle 2013, je crois, un truc comme ça. Donc processeur Intel, hein, c'est pas du tout un silicone machin. Il vaut mieux parce que sinon ça marcherait pas, hein, ce que je vais faire là, parce qu'en gros on va installer Linux dessus, on va complètement reformater le disque dur, et donc ce que je propose de faire, c'est de faire cette installation et l'ensemble des installations que je vais montrer en mode ultra parano. Je veux tout contrôler, c'est tout chez moi. Bah oui, ça peut toujours se connecter au sujet du jour. Après, on peut faire des digressions, d'où l'intérêt d'avoir du truc un peu long. Puis aujourd'hui, le programme, on commence light. On va juste initialiser cet ordinateur et installer une application dessus qui sera un nœud Bitcoin. Et comme après, le nœud Bitcoin va vouloir télécharger l'intégralité de la blockchain Bitcoin qui fait 700 gigas à peu près, ça va prendre du temps. Donc là, par contre, je ne vais pas rester en live stream jusqu'à temps qu'il est fini parce qu'il y en a pour plusieurs jours. Parce qu'en plus, il le fait par le réseau Tor, qui est le réseau de ce que la presse aime bien appeler le Darknet. Mais bon, qui en fait est juste un système sécurisé qui est financé, dont une partie de la recherche est financée par le gouvernement américain. C'est pas quelque chose de, voilà, c'est pas un truc c'est pas un truc de terroriste. C'est pas fait pour ça. C'est plus fait pour permettre de donner des communications. Et de permettre de communiquer à des gens qui vivent dans des pays où leur gouvernement, où il y a une puissance X ou Y qui refuse de les laisser communiquer. Et c'est pour ça que les Américains financent ce genre de recherche, parce que ça permet de placer de permettre à des dissidents de pouvoir communiquer avec eux, avec une espèce de sécurité aussi bonne qu'elle peut l'être. Donc, on va commencer par installer ce truc-là. On va avoir besoin de ce petit outil-là qui est une clé USB. Pour installer dessus la distribution, on va installer Umbrella OS. J'en avais parlé d'Umbrella OS. Tac, je mets là. C'est qui ces trois? C'était ce truc-là, c'est sur le site, c'est umbrel.com. Je sais qu'il y a d'autres distributions qui permettent. C'est fait pour tourner sur des mini PC. Donc là, on va avoir besoin de l'ordinateur et ça c'est qui? C'est toi. Voilà, on va avoir besoin de l'ordinateur, de la clé USB, donc une connexion Internet. Alors moi, je suis de la vieille école. Le Wi-Fi, je compte absolument pas dessus. Moi, je suis de l'école, je branche un câble. Et il y a des câbles qui circulent partout dans la maison. Mais en termes de réseau, ça, c'est le truc fiable. A priori, quoique même s'il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que j'avais un câble qui était un peu pourri et qui en fait me pourrissait de la connexion entre tous les appareils. Et quand je l'ai changé, ça allait mieux. Mais bon, en attendant, le câble, ça va être plus fiable que le Wi-Fi. Donc, connexion Ethernet. Je vais brancher le HDMI pour qu'on puisse voir mal ce qu'il affiche. La clé USB, du secteur. Un clavier dont j'aurai besoin juste pour démarrer et appuyer sur la touche option pour pouvoir mettre le Mac en mode je choisis sur quel... je le force à booter sur la clé USB. Et puis après, on n'aura plus besoin de rien puisque la distribution qu'on installe dessus, qui s'appelle Umbrella OS, elle fonctionne, se pilote entièrement par un navigateur web depuis une autre machine qui sera sur le réseau.
Voilà. Et moi, je ne sais pas trop ce qui va se passer quand je vais lancer, parce que j'ai déjà un autre ordinateur qui est sous Umbrella OS qui tourne chez moi. Donc normalement, ça devrait bien se passer, ça ne devrait pas être la guerre entre les deux. Mais j'en suis pas sûr à 100%, donc on va essayer. Mais avant ça, la première chose à faire, c'est de commencer par préparer notre clé USB. Et pour ça, alors je vais peut-être mettre les liens dans le chat, tiens. Ça peut être une bonne idée. La clé USB pour aller télécharger. Remarque, non, on va commencer par autre chose. On ne va pas commencer par la clé USB, on va commencer par ce truc-là, qui est Ballenature. C'est ça que je vais mettre comme lien dans... alors, moi, je le fais avec un Mac, hein, mais si vous avez un PC, du moment que c'est un processeur Intel, ça va marcher pareil. Il n'y a juste pas tout à fait pareil, parce qu'avec le Mac, pour le faire booter sur une clé USB, il faut faire une manip, mais... tiens, vas-y, paf. Donc ça, c'est l'outil Ballenature, c'est l'outil qui va permettre d'installer la distribution de faire une clé USB de démarrage. Donc là encore, hein, la clé USB, elle ne pourra pas servir à autre chose, elle va être intégralement formatée par le truc. Donc vous ne pouvez pas utiliser une clé USB sur laquelle il y aurait des choses que vous ne pouvez pas perdre. Donc à ce moment-là, il va falloir... sauvegarder vos trucs et puis voilà. Donc moi je m'en vais télécharger Etcher. Alors on peut le faire par le web comme on le fait d'habitude. Après, si on a envie de prendre l'option geek et qu'on utilise un Mac, moi j'utilise un truc qui s'appelle Homebrew, qui est un gestionnaire de paquets. Attends, je vais grossir un peu ça. Homebrew, ça s'écrit comme ça, hein. Voilà, Homebrew. Et qui permet d'installer des logiciels, et plein de logiciels. Il y en a de plus en plus qui sont installables par cet outil-là, et donc ce qui permet après de faciliter les mises à jour et les choses comme ça. Donc j'utilise ce truc-là, mais bon, ça c'est le truc, ça c'est l'option geek. Vous n'êtes pas obligé, sinon on peut faire juste télécharger. Et moi je vais prendre macOS. Donc là, moi pour l'instant... L'ordinateur avec lequel je vais préparer ma clé USB, lui, c'est un Mac M-Truc. M-Truc, donc c'est le ARM64. Et si vous avez un Mac... Enfin, pour préparer, hein, je parle pas de... C'est pas mon Mac mini. Hop, là, attends, oui, il n'y a plus de... Hop là. Ça, c'est le Mac dont vous voyez l'écran là à côté, Download Etcher. Ça, c'est un Mac Silicon. Donc, je vais prendre la version de Ballenature pour Mac Silicon. Hop là, bon, ça télécharge assez vite, c'est bien. Voilà. Bon, et il me demande de le copier dans le dossier application, ce que je vais faire. Et donc là, je peux me débarrasser de ça. Et Ballenature, ouvrir. C'est une application téléchargée d'Internet. Oui, je veux vraiment l'ouvrir, figure-toi. Hop. Et alors là, je peux faire... Tiens, je vais tester ça parce que je ne l'avais pas fait. D'utiliser l'URL de l'image. Alors, j'ai également un vieux Mac mini, plutôt limité, 250 Go de disque dur et 8 Go de RAM. Ça marcherait avec 8 Go de RAM, oui. Ouais, le truc limitant, c'est effectivement le stockage, les 250 Go. Ça, c'est sûr que ça va être trop peu. Le minimum du minimum, ça serait 1 Tera. Idéalement plutôt 2, idéalement plutôt 4. Mais après, tout dépend, parce que justement, ça, c'est tout l'intérêt. Moi, je vais vous montrer le mode parano. Je veux tout contrôler depuis chez moi, avec un ordinateur qui est chez moi. Bon, je veux faire ça. Ça, c'est la version ultra parano. Je ne fais confiance à personne, qui est le principe de justement de l'open source décentralisé. C'est décentralisé, donc je ne confie pas mes clés à une société tierce. Mais
Il faut savoir que ce qu'on va faire là, et ça on en parlera au fur et à mesure, ça implique un peu quelques risques. Parce que ce qu'on va faire là-dessus, on va mettre un nœud Bitcoin. À un moment donné, on va mettre un nœud Lightning Network, qui est le réseau de paiement rapide qui s'adosse à la blockchain Bitcoin et qui permet des paiements qui sont, alors quand on dit rapide, c'est vraiment rapide. Et évidemment, ça oblige on va se retrouver avec ce qu'on appelle un hot wallet, c'est-à-dire un portefeuille de Bitcoin qui est connecté en permanence à Internet, puisqu'il faut qu'il puisse avoir ces échanges avec les autres membres du réseau pour que les transactions aboutissent. Et ça, évidemment, ça présente un double risque. Il y a un risque, d'une part, mais je reviendrai dessus en détail, mais il y a un risque d'un côté qu'un acteur malveillant essaye de s'emparer des bitcoins, et il y a un autre risque qui est le cas où l'ordinateur en question disparaîtrait, c'est-à-dire ne serait plus en ligne, ne serait plus connecté, parce que je ne sais pas, panne d'électricité, plantage de l'ordinateur suite à une mise à jour, ou choses comme ça. Et là, le réseau Lightning Network a des mécanismes de sécurité qui pénalisent le fait de ne pas avoir une connexion fiable. Si on a une connexion qui a été perdue à un moment donné et qui ensuite se remet automatiquement, il y a quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui a souffert grandement de ça, un nœud du réseau, à ce moment-là, il peut y avoir des soucis. Donc, on va le faire. Si on le fait en mode parano, ça sera mieux de le faire à partir du moment où il n'y a pas un enjeu financier très important, parce qu'après, il faudra une infrastructure de sécurité plus lourde et donc plus chère. Et c'est pour ça que je signalerai aussi quelles sont les sociétés qui proposent des services si à un moment donné on veut scaler et on veut ne pas s'embêter à faire tout ça. Mais moi je veux quand même montrer comment on fait tout ça en mode, ce que j'appelle le mode parano, c'est un peu exagéré mais c'est pour donner l'idée. Et là, à ce moment-là, au moins ça permet de comprendre. Voilà, j'ai une petite hésitation parce qu'il y a Twitch qui est en train de me dire que le stream est peut-être un peu saccadé parce que j'ai téléchargé le truc. Attends, si je recharge ma page là. Ah bah oui, non, ça va. Très bien. En mode survivaliste, oui. C'est ça, mais sans l'électricité. Enfin, avec l'électricité et une connexion Internet. Donc, je vais aller chercher mon URL. Donc, comme c'est du logiciel open source, il y a un site que vous connaissez peut-être ou pas, parce que ça, là encore, c'est des trucs de geeks et de programmeurs, qui a été racheté il y a un certain nombre d'années. Maintenant, c'est la propriété de Microsoft, qui s'appelle GitHub, et qui est un dépôt où il y a je ne sais pas combien de milliers, peut-être de millions de projets informatiques, de logiciels qui sont là et qui permet, en fait, c'est tout un système Git. Git qui est un logiciel qui a été créé par Linus Torvalds, qui est à l'origine du noyau Linux. C'est pour ça que Linux s'appelle Linux, parce que le gars qui a mis ça au point s'appelle Linus, c'est son prénom. Il a, à un moment donné, créé ce système de gestion des versions, c'est-à-dire que dès qu'on change quelque chose dans du code, parce que du code, c'est toujours des fichiers texte, à de rares exceptions près, donc dès qu'on change quelque chose dans du texte, ça permet de savoir exactement qu'est-ce qui a été changé. Et GitHub est devenu cette plateforme qui héberge gratuitement un nombre incalculable de projets open source informatiques. Et pas que open source, d'ailleurs, on peut créer un compte gratuitement et avoir quand même des choses privées dessus. Enfin, privées, autant privées qu'elles peuvent l'être une fois qu'elles sont sur les serveurs de Microsoft. Voilà. Et donc, Umbrella OS, étant le système d'exploitation qu'on va installer là, étant donné que c'est open source, ils ont leur code qui est accessible par tout un chacun sur GitHub. Et ça aussi, ce lien-là, je vais le mettre dans le chat. Voilà. Et là-dedans, donc ça, c'est la page des releases, c'est-à-dire des sorties. Et il y en a... Ah ben oui, attends, je suis pas dessus, je suis pas sur le bon ordinateur. Moi, je suis en train de la voir, mais elle est pas... Non, ça, c'est pas toi, c'est toi. Voilà, ça c'est la page des releases de GitHub, je vais la mettre en grand. Et un peu en dessous dans la page, il y a la liste de toutes les versions possibles.
Donc là, celle qui va m'intéresser, c'est USB installeur ISO. C'est celle-là, c'est ce que je veux faire avec Balena Etcher. Moi, ce que je veux, c'est créer une clé USB qui soit un installeur ISO. Donc, je m'en vais faire un clic droit pour copier le lien vers le texte en surbrillance. Ça veut dire quoi? C'est du français, ça? Copier l'adresse du lien, je préfère ça. Hop, copier l'adresse du lien. Et une fois que ce lien a été copié, je vais voir si ça marche, parce que je n'ai pas testé, mais normalement, oui. This is not a bootable image. Ah non, c'est pas elle. Ok. Alors, parce que moi, j'avais utilisé celle-là. Je vais essayer l'autre. Copier l'adresse du lien, image.xz. Je suis pas sûr. Vas-y. Ah, merde. Flash for URL. Non. Bon. Alors, je vais revenir à celle-là. Tiens, il se rappelle de celle-là. Alors, ce que je peux faire, moi, je vais télécharger l'image ISO. Ça va être encore plus simple. Voilà. Je vais me remettre sur la fenêtre du chat. Ah oui, en fait, c'est quand je télécharge quelque chose que Twitch me dit que la connexion est instable. Ah oui, mais le coup d'après me dit que c'est excellent. Bon, alors, ça va. Bienvenue sur le chat, trop sympa. Alors, donc, il a fini, il m'a mis ça dans mon dossier téléchargement, je présume. Non, hop, ouais, ça c'est bien. Bon, la plage, ça c'était la playlist de Noël. Bon, ah non, du réveillon. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, je vous rassure. Mais elle est bien cette version d'ailleurs, j'aime bien. Enfin bon. Et donc, on retourne dans Balena Etcher, et là, je vais dire Flash from File. Hop, ensuite, donc, dans une deuxième étape, il me demande de sélectionner la cible. Donc, moi, j'ai branché ma clé USB. Donc, en principe, il me l'a repéré tout de suite. USB disque Pro Media. Alors, c'est là qu'il faut faire gaffe, hein, parce que, attention, c'est du logiciel open source, tout ça. Donc, c'est des trucs où il ne va pas y avoir les 100 000 précautions du type vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes absolument certain? Vous avez bien vérifié que la clé USB, il n'y avait plus rien dessus? Est-ce que vous avez sauvegardé? Vous savez, le truc avec le petit trombone qui arrive là. Bon, souvent, sur le logiciel open source, il n'y a pas trop ça. Donc, il faut être quand même assez sûr de son coup. Mais enfin bon, de toute façon, un disque éjectable qui fait... Alors, ma clé USB, elle fait 8 Go. 4 Go, ça suffirait. Hein. Mais ma clé USB fait 8 Go, ça peut être qu'elle. Donc, il n'y a pas de problème. Il me propose quand même de montrer deux autres qui sont cachés. Mais il me dit, justement, attention, ça, c'est le système drive. Et ça, c'est le système 245, 251 Go. Oui, j'ai un... Ouais. Bon, enfin, bon, ça, c'est le système Apple. Donc, de toute façon, je ne peux même pas le sélectionner. Ah, si celui-là, je pourrais, mais ça serait quand même très risqué. Donc, on ne va pas le faire. Je veux prendre ma clé USB, 8 Go. Dev Disk 4. Alors, si on veut absolument vérifier, pas faire de bêtises, sur le Mac, sur Windows, je sais rien. Je suis désolé, Windows, je ne me suis jamais servi, je ne sais pas. Donc là, vous êtes seul. Mais sinon, il y a l'utilitaire de disque chez Apple qui permet de vérifier. Allez, tiens, vas-y, je vais le faire. L'utilitaire de disque qui... alors ça, c'est mon image de Balena. Oui, non, ça, je l'avais. C'est No Name, ma clé USB. Et là-dessus... il me voit bien que c'est le disque 4 S2, donc c'est bien ça, Dev Disk 4, c'est bien lui. Donc je peux y aller et vas-y, flash. Alors, tape ton mot de passe, ouais, ok, vas-y. Souhaite accéder, mais accède, je t'en prie. Et c'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? 6 minutes 22. Bon, très bien. Pour l'instant, on a le temps
euh, hop, discuter un peu. Donc là, on va se retrouver avec cette clé USB et ensuite, on va préparer l'autre ordinateur, celui qui va le recevoir. Alors là encore, hein, si on a des sous, il y a chez UmbrelOS, ils vendent leur propre système. Ils ont une espèce de mini PC. Alors après, c'est possible de le faire avec un Raspberry Pi 5. Qui est une espèce de micro-ordinateur qui vaut une centaine d'euros à peu près, auquel il faudra ajouter, bien évidemment, du stockage, à la fois pour le système et pour le truc. Enfin bon, c'est possible aussi. Sinon, eux, ils vendent une espèce de mini PC. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans comme processeur. C'est un Ryzen, je ne sais plus quoi. Je crois qu'il y a deux modèles. Il y a un plus petit puis un plus gros. Mais qui sont à 350 euros à peu près. Bon, c'est peut-être pas la peine. Il y a moyen de trouver des mini PC moins chers que ça ou d'occasion sur des sites de vente d'occasion, Le Bon Coin, eBay. Ou quoi, après c'est possible aussi, parce que une fois encore, hein, là aujourd'hui on va avoir besoin du clavier que j'ai à côté de moi pendant 1 minute 30 à peu près, enfin le temps que l'ordinateur démarre, et puis après on n'a plus besoin de clavier, on n'a pas besoin d'écran, donc voilà. Alors spec avec des HDD externes pour atteindre les... oui, tout à fait. Alors après, bah, c'est toujours pareil, les disques externes, plus si c'est... j'ai envie de dire, c'est des vieux tromblons à SCSI qui font du bruit et tout ça, ça va être moins bien que si c'est des SSD, mais si c'est un SSD 2 Tera, 4 Tera, ou 1 ou 2, qui sont à côté, je veux dire, oui, ça va marcher. Hein. L'ordinateur, il va pas beaucoup se fatiguer. Au niveau CPU, en tout cas. Après, bah, c'est sûr qu'un ordinateur, plus il a de mémoire, plus il travaille confortablement, surtout avec Linux qui a un système par défaut de partition swap. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans UmbrelOS, en fait, toutes les applications, parce qu'il y a un magasin d'applications, on peut installer plein de trucs. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser à Bitcoin, mais on verra que, même dans les semaines qui viennent, on va s'intéresser à Bitcoin, mais on verra qu'il y a d'autres applications qu'on peut utiliser. Il y a des trucs très pratiques. Il y a Vaultwarden, par exemple, qui est un gestionnaire de mots de passe open source, donc on peut stocker tous ces mots de passe. Alors, évidemment, il y a un mot de passe principal qui sauve le tout, donc il faut mieux pas se faire hacker celui-là. Mais il y a tout un tas d'outils qu'on peut, d'autres applications, et ces applications-là sont systématiquement des containers d'un système de virtualisation en fait, qui s'appelle Docker, qui est extrêmement performant, alors qu'on utilise énormément dans le développement. Ça permet sur n'importe quelle machine de créer des machines virtuelles, mais qui consomment le moins de ressources possible. Parce que en fait le système Docker mutualise un certain nombre de choses. C'est pas tout à fait équivalent à des choses comme si vous avez déjà utilisé Parallel Desktop ou c'est quoi l'autre, il y avait un truc de chez Oracle Virtual, je sais plus quoi, que j'ai utilisé à un moment donné. Et puis il y a Docker qui est arrivé avec une version open source de Docker qui s'appelle Podman, qui est totalement compatible, paraît-il. Je l'ai pas essayé. Mais Docker, c'est quelque chose dont je me sers beaucoup parce que ça permet de dire, bah tiens, sur mon ordinateur, sur mon Mac, je vais avoir besoin d'une machine qui tourne sous Linux avec Debian, avec UmbrelOS, avec je sais pas quoi. Et donc, ce qu'ils ont fait dans Umbrel à la base, c'est une distribution Debian, je crois bien, avec dedans, chaque application a son propre container Docker. Donc, si on commence à utiliser beaucoup d'applications, ce que moi, je vais pas faire pour notre usage qui est là, ça va vraiment être la banque, le nœud Bitcoin, qui lui va consommer de l'espace disque, et encore, qu'on pourra purger. Là encore, je reviendrai dessus dans un petit moment sur le mode parano, le mode pas souple, on va dire, ou libéral. Après ça, on va rajouter un nœud pour Lightning Network et un système d'administration du nœud. Ça sera un peu le col à passer parce qu'il va falloir un serveur externe malgré tout pour... quoique, même pas que, tiens, non, on va essayer de s'en passer. Et il faudra un nom de domaine par contre, quoique, ouais, si, il faudra quand même un nom de domaine. Donc si on commence à multiplier les applications, l'ordinateur, nécessairement, comme il va virtualiser chaque application est dans sa propre boîte virtuelle, l'ordinateur va commencer à s'essouffler s'il est un peu âgé et qu'il n'a pas beaucoup de RAM.
Voilà, donc c'est possible, en restant modeste, de faire le truc avec un vieux PC qui traîne dans un coin dont on ne se sert plus et qu'on n'ose même pas donner à l'école tellement il est vieux. Ça va marcher aussi, à condition d'avoir un peu d'espace de stockage, au moins 1 Tera, parce que l'on verra que en fait, c'est la blockchain Bitcoin. On n'est pas obligé de tout avoir. C'est-à-dire qu'en mode parano, on peut télécharger l'intégralité de la blockchain Bitcoin parce que comme ça permet d'avoir l'intégralité de l'historique des transactions et donc de vérifier, mode parano, par soi-même n'importe quelle transaction, aussi ancienne soit-elle. Concrètement, il y a moyen de purger ça et d'utiliser que les 10 derniers gigas de la blockchain. Donc, auquel cas, si on doit remonter dans l'histoire et examiner des transactions anciennes, là, on va être obligé de faire confiance à des tiers qui auront l'intégralité de l'historique. Donc, c'est ça la différence, mais il y a moyen de se contenter de 10 gigas simplement. Si vraiment on veut être en mode minimal de ressources, on peut aussi faire ça pour économiser l'espace disque. Donc, 250 gigas, ça pourrait passer, mais ça va être l'ordinateur va être un peu à l'étroit à cause de cette virtualisation qui est faite par chaque application. C'est un peu ça c'est un peu ça la limite. Donc c'est pour ça que eux, ce qu'ils vendent chez Umbrel, donc c'est leur modèle. Il y a un petit modèle qui est on peut vérifier Umbrel OS. C'est là, et il doit y avoir sûrement un truc, achetez-le maintenant, buy now. Buy now, oui, oui. Et en fait, parce que c'est pas tout à fait les mêmes, eux, ils commencent à 512 gigas de storage, et puis 1 Tera, 2 et 4. Et après, je crois qu'au niveau des processeurs, il me semble qu'ils en ont 2. Alors après, il y a Umbrel OS, c'est pas la seule distribution qui fonctionne comme ça et qui fasse ça. Il y en a une autre qui a pas mal de succès aussi, qui s'appelle Start 9, que j'ai pas utilisé. J'ai utilisé Umbrel parce que ça suffit pour mes besoins. Start 9, c'est Umbrel, ils ont vraiment fait un gros travail de simplification et de rendre les choses abordables. J'installe l'application en un clic et puis ça marche la plupart du temps. Ça, c'est plutôt cool. Oui, avec 4 TB, un 4 Tera, 649. Ah, mais c'est vrai que ouais, parce que j'avais fait l'émission, c'était la période des fêtes, il y avait une grosse promo avant Noël. Et là, ils sont repassés au prix, machin. Ouais, ça tape un peu, ça fait mal, ça, quand même. Et 299 avec 512 gigas, mais bon, donc 512, ouais, c'est possible. 250, c'est un peu court, quand même. Alors, où est-ce qu'il en est, Pépère ? Il vérifie. Ok, très bien. Donc, il a inscrit, il procède à la vérification. Parfait. Donc voilà, mais c'est possible. Mais là encore, on est dans des choses expérimentales. Après, il faudra être un peu... oui, en plus, effectivement, il y a ce problème du prix de la mémoire qui, comme en période de crise, est souvent problématique et a tendance à augmenter. Et puis là, en ce moment, ouais, c'est sûr que c'est un peu chaud. Mais bon, après, si comme certains le prétendent, toute cette intelligence artificielle n'est qu'une bulle et que tout ça, parce qu'en parlant d'économie circulaire, quand on voit qu'il y a quand même des signes comment dire, que certaines personnes aux États-Unis sont inquiètes. Warren Buffett qui a mis tout ce qui est l'oracle, l'homme qui depuis 60 ans a toujours battu le marché, c'est un financier qui a vendu toutes ses participations il a vendu Apple, il a vendu Nvidia, il a vendu ses participations dans la tech pour se faire un matelas de 325 milliards de dollars de cash. Donc, qui sera tout prêt à être investi une fois que le truc se sera cassé la gueule et qu'il pourra tout racheter pour rien. C'est un peu ça l'idée. Il y a Michael Burry aussi, je ne sais pas si vous avez vu ce film merveilleux qui s'appelle The Big Short, sur la crise des subprimes en 2008. Et le film est sorti quelques années après. Et ça, c'était assez... en fait, le héros de ce film-là, entre guillemets, c'est un trader qui est Michael Burry, qui existe vraiment, qui est un vrai trader, qui était un de ceux qui ont senti ou qui ont analysé
et qui ont conclu que le système des subprimes qui avait été mis en place allait se casser la figure. Donc il a parié contre. À la fin, il a gagné son pari, puisqu'effectivement, le truc s'est cassé la gueule. Et là, très récemment, le même Michael Burry a vendu aussi toutes ses parts dans Nvidia, dans Microsoft. Je crois il s'est débarrassé de toute l'IA. OpenAI, il avait de l'OpenAI, parce que ces gens-là, en fait, gèrent des milliards pour le compte d'investisseurs fortunés. Et donc, ils sont débarrassés des trucs parce que, justement, en parlant d'économie circulaire, l'analyse qu'ils font, c'est de dire que Nvidia, par exemple, investit 100 milliards dans OpenAI, mais OpenAI utilise cet argent pour acheter des cartes Nvidia. De la même manière, Microsoft investit aussi 100 milliards dans OpenAI, mais OpenAI se sert de cet argent-là pour acheter du cloud Microsoft Azure. Et ce qui fait que ça inquiète des personnes qu'en fait se dire mais ça c'est une économie circulaire, c'est juste des gens qui s'achètent des trucs entre eux, mais en fait finalement il n'y a pas d'argent qui est échangé puisque et que ça peut pas, ça va mal se terminer. Donc il y a des gens qui pensent ça. Et qui font des calculs sur le coût des infrastructures, de ce que ça va coûter de mettre de l'IA en place et qu'il faut remplacer tous les 5 ans parce que les processeurs font énormément de progrès. Il y a une partie des analystes qui se disent c'est une bulle, ça va exploser, sauf si l'IA effectivement apporte tellement à la société en termes de gains de productivité, etc., que le jeu en vaut la chandelle. Mais que, là, on parle de trillions de dollars qui vont être investis dans des data centers, dans des trucs qu'il faut changer tous les 5 ans, parce que les puces doivent être changées, évoluent et doivent être changées régulièrement. Donc, c'est très incertain. Alors, on ne sait pas. Parce qu'il y a des gens qui disent mais non, vous inquiétez pas, c'est tout le propos des interventions de Sam Altman et compagnie, dire vous inquiétez pas, regardez c'est génial, je vous mets de l'AI ici, je vous mets de l'AI là, et puis ça va être généraliste et vous allez voir ce que vous allez voir. Sauf que si effectivement ce truc-là fait Warren Buffett sera bien content d'avoir ces 325 milliards de cash pour acheter des trucs. Alors, pendant ce temps, notre Balena Etcher, lui, a fini. Donc, j'ai pas besoin de Flash Another. Merci, je peux quitter ça. Éjecter mon truc, mais qui est même pas monté sur le bureau, en fait, parce que je pense que le bureau me l'a pas vu. Oui, non, il est pas monté. Donc, je peux directement retirer ma carte, donc ça, mon utilitaire de disque, j'en ai plus besoin. Ah oui, Balena Etcher veut me notifier des trucs, mais vas-y, fais-le. Très bien, donc là, paf, je passe chez une autre caméra qui a une balance des blancs qui ne se règle pas toute seule comme l'autre. Donc, je vais pouvoir mettre ma clé USB là-dedans. Tchac. Toujours ça. Là, et puis là-dessus, je vais brancher ça. J'ai trouvé mon vieux clavier Apple, et la seule touche sur laquelle je vais appuyer, c'est la touche Option, parce que sur un Mac, quand on veut, c'est pas comme un PC où il faut accéder au BIOS pour lui dire dans quel ordre il doit prendre les périphériques pour démarrer. Donc, s'il voit une clé USB qui peut démarrer, il va automatiquement démarrer dessus. Sauf que le Mac, non, on a le choix, et pour ça, il faut appuyer sur la touche Option. Donc, c'est juste pour ça que j'ai besoin d'un clavier, sur ce coup-là. Qu'est-ce qu'on a dit aussi ? Le courant, on le mettra en dernier. Une prise HDMI, histoire d'essayer de voir quand même que je vous montre ce qui se passe, parce que c'est quand même tout le propos du truc. Et mon célèbre câble réseau. Et évidemment, le 220. Check. Voilà. Et là, je vais donc appuyer sur la touche Option ou Alt de mon clavier, parce que ça marche aussi si c'est un clavier de PC. Et j'ai pas osé essayer avec mon corne, mais bon. Tchac, et là, si je démarre ça, et on va voir si l'ordinateur me propose quelque chose. Le petit voyant s'est allumé. Ah bah oui, très bien. Très bien. Et donc là-dessus, ma clé USB, ça va être le support amovible, je crois, parce qu'en fait, là, je vois très mal ce qui m'affiche. Donc, je vais lui faire confiance. Je pense que ça, c'est ma clé USB.
Et j'ai fait Enter. Hop là. Et qu'est-ce qu'il me dit? J'ai pas eu le temps de voir. Ok, très bien. Parce qu'en fait, du coup, je regarde, je l'ai branché sur le broadcaster, mais ce qui fait que j'ai un retour à l'écran qui est assez mauvais. Et voilà, donc là, il a démarré sur Umbrel OS, donc tout va bien, Umbrel USB installeur. Et ce qu'il me propose, il me demande en fait de choisir sur quel support de stockage je veux le mettre. Alors évidemment, tout en bas en 3, j'ai ma clé USB qui fait mes 8 Go, donc ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'ai en haut? Alors le problème, c'est que il va falloir que je regarde là. Ok, bah c'est la première SDA, Apple, machin. Parce que attention, là c'est pareil, hein, le PC qui va être utilisé, son support de stockage interne va être complètement accaparé par Umbrel. Ça veut dire que le dual boot, pas possible. Et évidemment, s'il y a des données dessus qui sont importantes pour vous, elles vont être effacées. Donc, voilà, il faut... vous êtes prévenu. Donc lui, ce qui m'intéresse, ça va être le premier, celui où il y a le plus d'espace, le SDA. Et donc, à cette question, je vais répondre un. Alors, attends, est-ce que... Non, c'est pas toi. Ok, il ne me voit pas. Il voit mon clavier. Si je le fais un avec le... Ah non, c'est juste qu'il y a c'est la latence, pardon. Parce que j'ai appuyé sur 1 et je m'attendais à le voir tout de suite, mais en fait j'étais en train de regarder le retour de Twitch. Donc le temps que je l'envoie, que ça parte et que ça me revienne, il y a un petit délai. Donc ce qui m'intéresse, pour moi c'est ma partition 1. Attention, chez vous c'est peut-être pas la même. Donc faites bien attention. Ça, de toute façon a priori c'est la plus grande. Là c'est Apple HDD. Donc ça, c'est le disque dur interne qui est dans le Mac. La deuxième Apple SSD, machin, je pense que ça, c'est la partition de secours de macOS. Donc, bon, je sais pas, tiens, peut-être je pourrais redémarrer dessus. Ensuite, donc, c'est ça qui m'intéresse. Et ben, c'est parti. Et à partir de là, il va procéder à l'installation. Je crois qu'il va me demander peut-être quelque part. Non, même pas. C'est ce que je disais, on est dans le monde de l'open source, donc il n'y a pas 17 messages pour dire non mais t'es vraiment sûr, hein. Pour l'instant c'est surtout du vent, bah oui. Voilà, mais ouais, être rentable, puis il y a du chemin. Le problème c'est ça, ce qui fait douter un certain nombre d'analystes financiers, c'est le chemin vers la rentabilité. Combien de temps ça va prendre? Est-ce que seulement il est possible, compte tenu du caractère absolument gigantesque des investissements que ça implique? Et ça, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Je pense qu'on va l'avoir assez rapidement maintenant. Et que finalement, pour s'apercevoir que ceux qui donnent le plus confiance, quelque part, c'est Google. Parce que eux, ils font travailler leurs IA sur leur propre processeur. Ils ont pris un peu un chemin équivalent à Apple. Ils ont décidé de fabriquer leur propre processeur. Donc ça continue à coûter une blinde, hein, cette histoire. On ne sait pas, pour la rentabilité, on ne sait pas. Mais ils ont ce petit avantage sur les autres, c'est qu'ils ne sont pas tributaires de ce qui pourrait se passer chez Nvidia ou ailleurs. Et puis après, il y a cette course. Moi, à la limite, je fais plus attention aux évolutions de l'ordinateur quantique que à celle de l'IA, parce que c'est assez lié. C'est-à-dire que l'ordinateur quantique, à un moment donné, il commence à permettre dès qu'il sera suffisamment au point pour développer l'IA, c'est-à-dire pour l'instant les ordinateurs quantiques bénéficient des avancées de l'IA pour progresser dans le développement, et que si on arrive au stade où l'ordinateur quantique peut fonctionner de manière suffisamment stable, et ça Google justement vient de faire une avancée, il y a quelques semaines, a fait une avancée absolument majeure là-dedans, dans la fiabilité des résultats, où ils commencent à pouvoir effectivement avoir des applications. Ils ont fait des tests en biologie et analyse biologique en comparant avec des
avec des supercomputers, et l'ordinateur quantique est pour la première fois arrivé au même résultat, donc au bon résultat qu'on connaissait déjà avant, et sauf qu'il l'a fait 13 000 fois plus vite que l'ordinateur, les supercomputers qui étaient utilisés jusque-là, donc ce qui ouvre des pistes absolument géniales pour les progrès de la recherche scientifique. Donc, si à un moment donné, l'ordinateur quantique peut arriver à aider au développement de l'IA, et qu'on se retrouve avec des bouts d'IA quantique, là, ça risque de se mettre à progresser de manière exponentielle. Mais il y a des gens qui disent qu'on y est presque, dans le sens où ça devrait arriver entre 2028 et 2030. Et il y a des gens très sérieux aussi qui disent que non, parce que pour l'instant, le problème des ordinateurs quantiques, c'est qu'il faut qu'ils soient dans le noir à moins 270 degrés, que le fait d'observer les opérations, évidemment, cassent le mécanisme et qui s'arrêtent de marcher, et que le problème, c'est que si on veut faire des processeurs plus puissants, donc il faudra plus de qubits à l'intérieur des processeurs. Pour l'instant, on est à une centaine, on arrive à 100, 105 qubits, mais il en faudrait au moins 1000 ou 1500 pour avoir un ordinateur qui soit vraiment capable de pulser, et que le problème, c'est qu'en multipliant les qubits, ça va nécessairement réchauffer le processeur, et que ce réchauffement du processeur va le casser, en fait, va faire qu'il va arrêter de marcher. Alors pour certains physiciens, c'est un problème insoluble et ça ne marchera pas. Et tout ce qui se passe sur l'informatique quantique en ce moment, c'est du buzz, pareil, pour avoir du financement et attirer des investisseurs. Et en même temps, peut-être qu'à moins que les sociétés qui développent des processeurs quantiques ne donnent pas toutes les informations qu'elles ont, parce qu'en même temps, il faut constater qu'il y a effectivement énormément d'investissements qui va vers l'ordinateur, vers le processeur quantique. Donc, et je pense que ça, c'est une avancée plus importante qu'un truc qui te fait une musique en 5 minutes ou je sais pas quoi, ou un texte, à la noix en même temps. Moi, ça m'aide bien pour publier les extraits des lives sur les réseaux, mais puisque tout est fait par IA, en fait, ou presque tout. Mais voilà, donc on ne sait pas bien. Mais c'est sûr que les années qui viennent, là, elles sont absolument passionnantes. Il y a plein de trucs qui sont quand même très inquiétants, plein de niveaux. Mais en même temps, les progrès scientifiques dans tellement de domaines sont faramineux. De la même manière, le télescope James Webb, ça n'a rien à voir, mais le télescope James Webb a apporté quand même énormément de questions, plus que de réponses, sur les origines de l'univers, le fonctionnement de l'univers. Là, en ce moment, avec les ordinateurs quantiques, on en est arrivé à la rétrocausalité, c'est-à-dire que les scientifiques commencent à se dire que peut-être les lois de la physique, contrairement à ce qu'on croyait, parce qu'on, pour l'instant, on avait cette image de dire il y a eu le Big Bang, et puis un certain laps de temps après le Big Bang, paf, les lois de la physique sont apparues telles qu'on les connaît et n'ont pas changé depuis. Sauf que là, il y a de plus en plus de scientifiques qui commencent à dire mais peut-être qu'on s'est trompé, et peut-être que, comme tout le reste dans l'univers, les lois de la physique évoluent elles aussi. Et avec le processeur quantique, ils découvrent des trucs comme la rétrocausalité, qui les occupe pas mal, qui consiste à dire que nos actions présentes modifient le passé. C'est-à-dire que le passé s'adapte en fonction de ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est un peu ce qui se passe. Le système de correction d'erreurs dans les processeurs quantiques se base sur ce principe-là, c'est-à-dire qu'on fait l'erreur et on remonte dans le temps pour ne plus la faire. Ce qui est, en gros, c'est très schématique ce que je dis là, c'est sûrement pas vrai d'un point de vue physique, mais c'est un peu l'idée de cette rétrocausalité. Nos actions présentes font que le passé s'adapte et le passé change. Et alors là, on est bien. On a bien besoin de ça, tiens. Donc voilà, pendant ce temps, et il travaille sur des trucs comme ça. Et faut appuyer sur une touche pour avancer. C'est ce qu'il me dit. Ah, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, pardon. Press any key to shut down. Donc, il a fini. Donc là, il me l'a installé. Je vais appuyer sur n'importe quelle clé pour l'éteindre, l'ordinateur, de façon à ce que ensuite, je puisse retirer la clé USB et
redémarrer l'ordinateur sans clavier ni écran, juste avec évidemment le réseau. Voilà, powering off, ça y est, il s'est éteint. Merci. Donc, je retire ma petite clé USB dont je n'ai plus besoin. Je vais débrancher le clavier. Je vais débrancher quoi d'autre? La prise HDMI. On ne sait jamais s'il m'affiche un truc, mais je pense qu'il va afficher à peu près rien. Enfin, il affiche juste l'écran du login du départ. Et que normalement, je devrais le voir arriver sur le réseau. On va voir ce qu'il dit. Parce que en fait, une fois qu'il redémarre, il va se mettre sur... Il crée un nom de domaine local qui en principe est umbrel.local. Sauf que moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis dans un cas un peu particulier parce que j'ai déjà un truc sur Umbrel et j'ai déjà un ordinateur qui tourne. Ah tiens, attends, alors vas-y, parce que le Mac est en train de me faire un truc drôle là. C'est lui là. Ah, ça c'était pas prévu. D'accord, il a gardé la partition de secours et comme c'est un Mac et qu'il veut absolument être plus intelligent que moi, il démarre sur la partition de secours. Donc je vais rebrancher mon clavier. Tchouk, tchouk, tchouk. Parce que là, je vais en avoir besoin. Là, je ne l'avais pas vu venir celle-là. Et qu'est-ce qu'il me dit? Support Applecom Startup. Ouais, bah, oui, parce qu'il du coup, il va vouloir démarrer sur le réseau. Très bien. Eh ben, c'est pas grave. Si tu le prends sur ce ton, tu sais quoi? Je vais te forcer à éteindre. Donc, ça a forcé un Mac à s'éteindre si on tient le bouton d'alimentation jusqu'à temps qu'il s'éteigne. C'est ce que je viens de faire. Et je vais rebrancher mon clavier. Je vais redémarrer avec la touche option pour qu'il me redonne le choix de ce sur quoi je veux qu'il démarre. Voilà. Et là, j'ai Macintosh HD, ça va pas être lui. EFI Boot, ça va être lui. Et il était reparti sur Macintosh HD, effectivement. Voilà. Tu vois quand tu veux. J'aime bien les ordinateurs. C'est toujours plein de surprises. Alors, starting system. Et c'est là, sans doute, qu'il va me dire... Oh! Et sans doute, là, il va me dire où est-ce que je vais pouvoir le joindre sur le réseau. Parce que normalement, paraît-il, quand il y en a deux, mais je ne l'ai pas testé avant, je le fais en direct live, quand il y a deux Umbrel sur le même réseau, le premier s'appelle umbrel.local et le deuxième s'appelle umbrel-1.local. Donc, je vais voir si on m'a menti. Ok, umbrel.login. Ok, bon, il me dit rien. Eh ben, on va tester. Alors, sinon, après, j'ai un outil, mais je ne l'ai pas sur l'autre Mac. Ah oui, mais que de toute façon, je vais voir que du Apple. Et il ne va pas me dire que c'est machin. Bon, bah, je vais essayer. Hein. Oh, pardon. Ce site est inaccessible. Non, alors c'est pas lui. C'est pas lui. Ah, alors ça va m'embêter. Alors ça c'est un problème que de votre côté, vous ne devriez pas avoir. Parce que ça, c'est moi, parce que j'en ai déjà un sur le réseau. Et donc, forcément, le fait que j'en mette un deuxième, ça lui plaît pas forcément. Alors là, je suis en train de chercher les Mac qui sont connectés sur le réseau, que je puisse essayer de voir qui c'est. Et j'ai plusieurs candidats possibles. Et je vais voir qui a le port 80 ouvert.
Voilà, 22,80, tiens, tous les coups. Ah bah non, 191, ça va être qui ça? Hum, hum. Alors, bon, je suis un peu coincé à ça, parce que comme je l'ai pas, je voulais pas le tester avant, puisque sinon ça m'aurait ruiné mon truc. Euh, SMBNM Umbrel, d'accord. Donc le 110, c'est l'autre. Alors 191, ben ça doit être un des autres Mac. Mais pourquoi il y a le 22 et le 80 qui est ouvert? Ouais, si. Ouais, il y a peut-être un truc qui ne lui a pas plu, alors, parce que normalement, ça devrait être lui. Euh, Alors, qu'est-ce que je pourrais... Oui, oups, bah ouais, carrément. Nostalgia for a Forsaken Future. Bah oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, ce site est inaccessible. Alors, sinon... Et si j'essaye ça... Non plus. Bon, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai le mien de toute façon. Alors, sauf qu'il est un peu plus paramétré que l'autre. Moi, j'aurais quand même voulu faire l'install. Ah non, est prêt à être configuré. D'accord. D'accord, il m'a planté l'autre. Enfin, sur le réseau. Ok. Ah ben c'est cool. Très bien. Donc il a pris Umbrel local. Donc on m'avait menti. Euh, donc, une fois que l'ordinateur a redémarré, je n'ai donc plus besoin du clavier ni du HDMI, parce que lui, bah, il me propose rien d'autre que le login root, quoi. Euh, quand je vais me connecter à Umbrel.local, il voit que c'est la première fois que je me connecte, donc il me propose le onboarding. Mais déjà, il a repéré que je parlais en français il l'a vu tout seul. Et votre serveur cloud domestique est prêt à être configuré. Très bien. Et ben aujourd'hui, on va faire qu'une seule chose. Alors, on va créer un compte. Alors, évidemment, là, on rentre une fois encore dans ce monde open source, décentralisé et où il y a besoin de demander de permission à personne. Mais, corollaire de ce truc-là, puisqu'il y a besoin de demander de permission à personne, ça veut dire que personne d'autre que vous n'est au courant de vos informations. Donc, si vous perdez quelque chose comme le mot de passe du compte de chez Umbrel, il n'y aura nulle part aucune autorité qui sera en mesure de vous aider à réparer. Il faudra juste tout réinstaller, quoi. Voilà. Donc, votre nom, eh ben, je vais me rester Biopath. Votre mot de passe. Alors là, j'ai ce petit truc merveilleux qui s'appelle Bitwarden. Qui me propose de faire un mot de passe. Alors, je vais prendre un super mot de passe. De toute façon, ce truc-là n'est pas accessible depuis l'extérieur. Donc, je vais prendre un super mot de passe. Bah non, mais il va me jeter si je mets... ouais, non, je vais pas mettre ça parce qu'il va me jeter. Il va me dire non, c'est pas bon. Oh, remarque, essaye. Attends, après, il faudra que je m'en souvienne. C'est ça le truc. Voilà. Voilà, si je mets ça, boum. Ah bah non, tout est prêt, Biopath, bah, trop cool. Votre Umbrel est maintenant prêt. Et en cliquant sur suivant, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Umbrel OS. Bah oui, tout à fait. Voilà. Là, on est presque au bout. Il me demande d'installer notre première application. Et nous, étant donné qu'on veut être notre propre banque, la première application qu'on va installer, c'est Bitcoin Node, qui est un nœud Bitcoin.
Alors bon, tout n'a pas été manifestement traduit dans les descriptions des applications, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est le Bitcoin, un nœud Bitcoin qui nous propose et tout simplement, et si on veut l'installer, il suffit de cliquer aux surprises sur installer. Et installation, ça va se faire. Donc là, il va aller me télécharger le logiciel. Et donc qui est en fait une espèce de paquet qui a été prévu pour Umbrel OS, donc qui est une version dockerisée mise dans un container Docker du nœud Bitcoin, de Bitcoin Core. Là encore, comme c'est du logiciel open source, au moins on peut être rassuré de savoir que il n'y a pas, il y a a priori pas de malversation, ce qui n'empêche pas d'être prudent malgré tout. Mais là, on va lui faire confiance. Donc il est en train de nous l'installer. Mais je suis un peu déçu avec ce coup de Umbrel local. Je vais quand même regarder. Parce que moi, j'en ai un autre. Et donc là, quand j'ai cliqué sur ouvrir, alors par défaut, là c'est parti. C'est-à-dire que ça va durer des plombes, voire des jours. Il va se synchroniser, il va synchroniser l'intégralité, tout l'historique de la blockchain de Bitcoin. Donc il va prendre toutes les transactions. Mais fort heureusement, il me fait juste une jolie petite animation en me disant que voilà, je suis connecté à 8 personnes, 8 qui passent par le ClearNet. Donc ce qu'on appelle le ClearNet, c'est le réseau Internet comme on le connaît habituellement. Ensuite, il y a le réseau Tor et il va se connecter probablement d'ici une minute ou deux à d'autres. Le réseau Tor. Tor, ça veut dire The Onion Net Router. Et donc qui est un système d'anonymisation des connexions et où en fait ça passe, c'est-à-dire que quand on passe par le réseau Tor, alors il y a un certain nombre de navigateurs qui vous proposent maintenant, je ne sais pas si Firefox le fait, moi j'utilise Brave ou Helium qui est celui que j'ai là, qui propose d'ouvrir Helium, je ne sais pas s'il le fait. Non, il fait juste la navigation privée. Mais dans Brave, vous pouvez avoir une fenêtre de navigation privée avec Tor, qui vous permet d'accéder à ces fameux sites qui se terminent par .oignon. Alors les URL sont impossibles à mémoriser, c'est des adresses à rallonge. Il faut absolument trouver des annuaires et des trucs qui sont évidemment dans les médias toujours présentés comme étant des trucs absolument horribles, du trafic, de tout ce qu'on peut imaginer. Et pire encore même, c'est pas faux. Mais il n'y a pas que ça. Comme je le disais tout à l'heure, c'est en partie financé, c'est une fondation, je crois, Tor, il y a un modèle d'intérêt général qui est financé en partie par l'État américain et le gouvernement américain parce que ça permet justement de communiquer de façon extrêmement discrète. Et le principe, c'est pour ça que ça s'appelle un routeur en oignon. C'est comme un oignon, il y a plusieurs couches et à chaque fois sont des serveurs. Et donc, ce qui fait que chaque serveur, chaque couche ne voit que la couche d'avant et ne voit que la couche d'après. Donc, ce qui fait que quand on en traverse comme ça plusieurs, personne n'a l'information complète de d'où ça vient et où ça va. C'est un peu ça l'idée. Et évidemment, pour des connexions Bitcoin, c'est assez utile que spontanément le nœud Bitcoin se connecte par là parce que ça lui permet justement d'éviter les connexions en clair qui, pour un observateur, permet de connaître votre adresse IP, donc celle qui vous est donnée par l'adresse qui vous est donnée par votre fournisseur d'accès Internet. Donc, quelqu'un pourrait savoir que vous participez au réseau Bitcoin. Enfin, votre fournisseur d'accès le sait, puisque de toute façon, il y a une partie des connexions qui se font en ClearNet. Et Tor, d'ailleurs, là, il n'y en a aucune. Et alors, I2P, c'est pareil. Je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est IIP. En fait, c'est de la même manière, c'est un réseau d'anonymisation qui a eu son heure de gloire, qui était très utilisé à la fin des années 90, début des années 2000, qui l'est moins aujourd'hui. Et donc, si je vais dans les réglages là-dedans, je peux effectivement l'autoriser aux connexions en clair, aux connexions Tor, aux connexions I2P. Parce que le problème, c'est qu'on vit quand même une époque bizarre. Il y a des gens qui se font arrêter dans plein de pays
et des pays que c'est pas la Corée du Nord, quoi. Enfin, il y a aussi des gens qui se font arrêter en Corée du Nord, mais en France, par exemple, je sais pas si vous avez suivi ce truc, il y a pas très longtemps, il y a les développeurs d'un système d'exploitation pour téléphone de type Android qui s'appelle, ils ont fait un système qui s'appelle Graphene OS, qui est en fait une version d'Android renforcée au niveau sécurité. Alors ça ne fonctionne qu'avec les téléphones Pixel de chez Google, mais ça renforce énormément. Déjà, ça débarrasse le téléphone de tous les outils Google, alors qu'on peut mettre si on en a besoin. Mais par défaut, le truc vire absolument tous les pisteurs, tous les trackers de chez Google et des autres. Ça cloisonne les applications de façon à ce qu'il ne puisse pas y avoir de fuite de données d'une application vers une autre application. Enfin, ça fait des téléphones hyper sécurisés. Qui sont, là encore, c'est open source, c'est gratuit. Hein, si vous avez un Pixel, alors je ne sais plus à partir de quel modèle, 7, 8, 9, 10. Les gens qui développent ça, il y a des Français, je crois, dans le lot, les gens qui développent ça se sont fait poursuivre sur la base de c'est des terroristes, quoi. Alors qu'ils rendent service à tout le monde, à une époque où en 2025 en France on a eu record de fuites de données, il y en a pratiquement une chaque semaine, on annonce des fuites de données. Voilà des gens qui gratuitement mettent à disposition de qui veut un outil qui permet vraiment de protéger ces données. Donc c'est important pour les particuliers, c'est important pour les entreprises, c'est important pour tout un tas de gens, des journalistes, des avocats, des scientifiques, et ces gens-là, on les poursuit en disant, mais attention, hein, vous empêchez les services de renseignement de faire leur travail. Oui, mais à un moment donné, si on veut un peu de sécurité sur ces données, alors bon, c'est trop tard, maintenant on s'en fout, elles sont déjà toutes dans la nature, de toute façon, qu'est-ce que ça change ? On ne va pas changer de nom, ni d'adresse, ni de numéro de sécu, simplement parce qu'il y a une fuite, ça ne va pas se faire, on sait bien que ça ne va pas se faire. Donc, c'est quand même un peu hallucinant. Et c'est pour ça qu'il y a cette préférence ici qui vous permet éventuellement de ne pas utiliser les réseaux type Tor ou I2P parce que on n'est pas loin de se dire que si vous utilisez ça, ça veut dire que vous avez forcément des mauvaises intentions d'aller sur le darknet. Alors que bon, c'est juste de la sécurité de base, j'ai envie de dire. Et c'est gratuit, et c'est open source, et c'est financé par le gouvernement. Américain, là, pour le coup, le réseau Tor, ça fait partie des outils qui mettent à disposition des dissidents dans tous les pays où c'est important pour eux d'être en contact avec des dissidents. C'est quand même pas... voilà. C'est là-dedans que on va trouver cette... donc là, on peut régler le nombre de connexions, etc. Et on a plusieurs onglets dans ces réglages. Et celui qui nous intéresse, c'est dans l'optimisation. Et en particulier, alors là, effectivement, c'est pas traduit en français, hein, ce truc-là, qui est Prune Old Blocks. Est-ce que ça marche si je fais ça ? Si je zoome, j'essaye de zoomer. Ah oui, ça marche, tiens, vas-y. Bam. Et en fait, alors là j'ai trop zoomé, enfin trop, voilà. Donc ça permet, c'est ça qui dit que on va pas garder sur le disque dur parce qu'on a besoin de l'espace. Si on est un peu limité en espace disque, on peut se débarrasser des anciens blocs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, avantage, ça va tenir moins de place sur le disque dur. Inconvénient, si on veut faire de l'analyse de la cryptanalyse ou de la chain analyse sur la blockchain et qu'on veut pouvoir remonter un historique de transactions, là, il faut avoir la blockchain complète et là, on ne l'aura pas. Et l'avantage, parce que en installant un nœud Bitcoin, il faut savoir aussi qu'on rend service au réseau Bitcoin et d'autant plus, on en parlera juste après, oui, on a presque le temps, si on fait un peu de minage de Bitcoin, parce que ça permet, un des éléments de la sécurité de Bitcoin, c'est le fait que cette blockchain, en fait la blockchain, hein, c'est l'historique de toutes les transactions Bitcoin depuis le premier bloc, celui qui a été miné par Satoshi Nakamoto, le créateur du système, donc en 2009. Et toutes les transactions, c'est comme si on avait un grand livre de comptes
en fait, avec toutes les transactions qui ont été passées, ce qui permet de les vérifier, de savoir qu'il n'y a pas eu de falsification. Et évidemment, plus le nombre de personnes qui ont une copie de ces informations-là est grand, et plus on peut empêcher un acteur malveillant d'essayer de tricher avec, ce qui, pour l'instant, jamais, ça n'a jamais marché. Les gens qui ont essayé de tricher avec Bitcoin. Donc, évidemment, quand c'est à 0, le réglage par défaut, il est à 0, ça veut dire qu'on élimine aucun ancien bloc, on garde tout l'historique. Mais ça va bouffer à peu près 600 ou 700 gigas. Donc, on peut se dire que non, moi, je veux pas tout. Je vais garder, je sais pas moi, les 15 derniers gigas octets. Allez. Tchac. Et est-ce que quelque part, voilà, et il faut que j'aille tout en bas de la page pour aller sauvegarder mes changements. Et là, voilà. Et il me dit que le nœud Bitcoin va redémarrer pour appliquer les nouveaux réglages. Mais oui, vas-y mon grand. Et donc ça permet... Alors ça, c'est un autre truc marrant. Alors bon, c'est pareil, ça coûte un peu de sous. Settings applied. Et donc là, si je reviens sur ma page d'accueil, donc là, il se reconnecte. Et je vois que ça, c'est moi, là, en blanc, là. Hein, sur la côte atlantique, et puis je suis connecté, ça c'est quoi, ça va être la Sardaigne ou Chypre, un truc comme ça, hop, connexion, ça c'est quoi, là il y a des connexions partout, des hackers russes évidemment, hop, ça c'est le Vietnam ou la Corée, et de l'autre côté, oui, la Californie, et puis quelque part par là. Donc, c'est ça la beauté du peer-to-peer, hein, c'est que on se connecte les uns avec les autres. Et alors, petit truc rigolo, une fois qu'on a installé ce truc-là sur son Umbrel, mais je pense que là, avant d'installer autre chose, il faut le laisser, on va le laisser tourner, puis après, la prochaine fois, on commencera à attaquer la suite, hein, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment la brique essentielle de départ, le nœud Bitcoin. Donc, assez rapidement, je vais regarder, ça, c'est les paramètres. Là-dedans, est-ce que je peux changer le nom du truc, parce que ça ne me plaît pas, qu'il s'appelle umbrel.local. Donc, ça vaudra le coup de regarder aussi, hein, parce que dans les réglages, ce qui est important de faire, c'est de faire des sauvegardes externes qui fait à intervalles réguliers automatiquement. On lui dit voilà, tu mets ça sur un disque dur, sur un serveur de stockage en réseau. Qu'est-ce qu'ils proposent? Un disque externe. Après, eux proposent leur propre formule de cloud, évidemment, avec un abonnement. Ou un serveur local. Donc ça, c'est possible aussi. Donc voilà, si vous voulez sécuriser votre accès avec une authentification à 2 facteurs, ça c'est pareil, c'est des choses dont on parlera aussi, on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est important de le faire, mais de le faire bien si on ne veut pas s'enfermer dehors. Et est-ce que moi j'aimerais bien savoir si quelque part, ça c'est pas grave, mais si je pouvais changer le nom, paramètres avancés, oui c'est ça qui m'intéresse. Un DNS de réinitialisation, programme bêta, non. Bon, ok, c'est pas grave. Je voulais juste changer son nom qui s'appelle pas umbrel.local parce que j'en ai un autre sur le réseau qui s'appelle umbrel.local et je sais pas ce qu'il est en train de faire du coup parce que c'est important qu'il reste en ligne tout le temps ces trucs-là. Donc, dans les autres applications qu'on pourra installer, il y en a une qui est rigolote et qui s'appelle Bassin et qui permet de faire du minage. Alors, si on veut faire du minage de Bitcoin, ça c'est une activité. Alors, c'est pareil, c'est pour le bien du réseau. C'est pas aujourd'hui faire du minage, ça peut pas être rentable, sauf si vraiment vous êtes dans une situation particulière où votre électricité vous coûte 0. Mais si vous payez l'électricité, ça va être très difficile d'être rentable. C'est des investissements en plus qui sont importants. Mais de plus en plus, on voit des petites machines
Bitax Miner, qui sont Bitax et open source en plus. Et il y a des gens qui commercialisent des petits mineurs de Bitcoin, alors qui sont évidemment pas très puissants, qu'on peut trouver sur les sites. Alors soit vous voulez vous lancer sur AliExpress et puis ça sera moins cher, mais sauf que vous aurez des taxes et des trucs à payer, des taxes d'importation et la TVA évidemment, donc ça va coûter cher. Reconnexion automatique, ouais tout à fait, mais ça c'est pas pour le nœud Bitcoin. C'est pas pour le nœud Bitcoin, c'est pour le nœud Lightning. Et ça va être le call. Dans ce qu'on va faire là, le truc le plus compliqué, ça va être ce truc-là. Le nœud Lightning, enfin compliqué, c'est compliqué, mais c'est pas difficile, mais c'est un peu tordu parce que le Lightning Network est quelque chose d'assez difficile à comprendre. En tout cas, moi, j'ai eu vachement de mal. Parce que Bitcoin, historiquement, c'est construit un peu à l'arrache, quoi. Il y a eu Satoshi Nakamoto qui a fait son papier, il a tout de suite fait une implémentation avec du code, les autres ont tout de suite pris le code, ils ont dit, bah non, tiens, ça, on va changer ça, puis ça s'est toujours construit à partir du code. Alors que le Lightning Network donc il y a ce réseau de paiement rapide, hein, parce que Bitcoin, c'est pas rapide, il y a un bloc qui est généré toutes les 10 minutes. Donc ça veut dire que si on était dans un magasin, bonjour, je vous paye en Bitcoin, ouais, allez-y, il faut attendre au moins 10 minutes que la transaction soit validée. Donc à la caisse du supermarché, c'est absolument impossible. Ce qui fait qu'il y a ce réseau parallèle, alors c'est pas le seul, mais le Lightning Network qui permet d'aller très vite. Et donc lui, effectivement, si ils se déconnectent, à ce moment-là, au moment où il se reconnecte, il peut subir une pénalité. En fait, c'est l'ensemble du réseau. Le réseau ne marche pas par encouragement, il marche à la trick. Le Lightning Network, il y a des conditions à remplir. Une de celles, la plus importante, c'est si vous mettez un nœud à disposition du réseau, il doit être fiable. Et s'il n'est pas fiable, vous pouvez, c'est pas systématique, mais vous pouvez être sanctionné par le réseau et de manière automatique. Et à ce moment-là, en fait, la sanction, c'est vous perdez tous les bitcoins qu'il y a dessus. Et c'est arrivé il y a quelques mois, un nœud qui était assez important, qui était en Allemagne, il y avait 28 bitcoins dessus. Et évidemment, le problème, c'est que ces 28-là, c'est pas tous les vôtres. Donc, ça peut... voilà, donc ça, on le verra le moment venu. Mais c'est pour ça que je parlais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi je vais toujours vous raconter l'histoire, je le fais en mode survivaliste parano, je veux tout contrôler, je veux tout que ça soit chez moi sur mon ordinateur, je peux mettre la main dessus, je peux dormir dessus si j'ai envie, et après pour certaines fonctions, notamment un nœud Lightning Network, si on commence, en particulier si on est un label ou qu'on est un artiste indé mais qu'on commence à avoir pas mal de business et puis qu'on n'a pas envie de s'embêter avec une connexion pas fiable ou je sais pas quoi chez soi, de venir à plus dormir à cause de ce truc-là, parce qu'on commence à brasser un peu de sous, là, à ce moment-là, il y a des prestataires qui seront là et puis qui pourront prendre en charge comme pour un hébergement de site web, parce que maintenant que j'ai mon Umbrella OS, je pourrais tout à fait héberger mon propre site web dessus, mais ça veut dire qu'il faudrait que j'autorise la terre entière à venir se connecter sur mon ordinateur qui est chez moi. Est-ce que, j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que, mon ordinateur est suffisamment fiable et mon infrastructure réseau chez moi est suffisamment fiable? Généralement, non, et puis en plus, ils vont bouffer ma bande passante, donc je pourrai plus regarder les enquêtes de l'inspecteur d'Eric à la télé, ce qui fait que j'ai plutôt envie de mettre ça chez un hébergeur pour mon site internet, ce qui est la pratique courante, et je fais confiance à mon hébergeur pour pas que son serveur, que son data center ne prenne pas feu, comme c'est arrivé à OVH, qui m'a planté un serveur pendant 8 mois. Mais alors, ce qui n'était pas grave, mais je n'avais pas de raison de le déplacer, j'ai juste attendu qu'il répare le truc, mais 8 mois, j'exagère, mais ça a vraiment pris du temps. Donc, il y a la même chose pour les services, mais évidemment, à partir du moment où il faut faire confiance à un prestataire extérieur, pour une partie des choses, même s'il y a des moyens quand même de pas mal sécuriser, voilà. Mais dans le cadre d'un business, parce qu'il y a des gens qui sont en train de se positionner, c'est-à-dire que tout à l'heure je disais il y a à peu près 1 million de personnes qui
qui gravitent dans cet environnement-là. Alors Lightning Network, tout ça, ça commence à être un peu plus, parce qu'il y a des pays où ils commencent à l'utiliser vraiment, et il y a des pays où les marchands commencent à accepter le Bitcoin en paiement via le Lightning Network, parce que c'est des pays où les gens finalement font plus confiance. C'est juste une histoire de confiance, la monnaie. Donc quand on vit dans la zone euro, on peut faire confiance à la zone euro dans une certaine mesure, mais avant que ça se pète complètement, il va se passer du chemin. Ça pourrait arriver dans les 6 mois qui viennent selon certaines personnes, mais bon, pas sûr. Mais il y a plein de pays dans le monde où on ne peut pas. Les gens ne peuvent pas faire confiance quelque part, ils font plus confiance à Bitcoin qu'à leur monnaie. Donc, ah ben non, on rigole pas avec Derrick, ça c'est clair. Hein. Et donc, bon, c'est là où il y a des gens qui sont en train de se positionner sur justement cette infrastructure de hosting pour votre nœud Lightning Network, parce que à un moment donné, si vous voulez accepter des bitcoins en paiement, par exemple, vous avez fait un concert et puis à la fin, le merch, le machin, tout ça, vous pouvez avoir un terminal de paiement sur une tablette, sur votre téléphone portable, et les gens, si ça les amuse, ils peuvent payer avec ça. Donc, pour avoir ça, il va falloir un nœud Lightning Network. Et que vous contrôliez d'une manière ou d'une autre. Donc ce nœud-là, nous, on va faire la version survivaliste, je l'héberge moi-même et je vais galérer comme un âne pour le faire marcher parce que c'est compliqué, parce que contrairement à Bitcoin qui a été fait à l'arrache à partir du code, Lightning Network a été très théorisé avant, avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a tout un système de protocole, je crois c'est BIP, Best Interest, je ne sais plus quoi, Proposal. Et donc tout ça a été très très théorisé. Alors c'est des solutions qui d'un point de vue informatique sont très élégantes et qui marchent très bien. Et qui ont tout un process de validation avant que ça soit accepté, de revu par les pairs, comme les publications scientifiques, sauf que là, il n'y a pas besoin de demander la permission. Si vous avez les compétences et que vous passez le temps qu'il faut à comprendre le code et à savoir comment ça marche, on ne va pas vous demander un diplôme, une autorité de certification, machin. Vous arrivez, vous mettez les pieds dans le plat en disant « Ouais, mais là, le code, c'est pas bon, moi j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et si les gens disent « Ah ben ouais, mais attends, il est vachement mieux ta solution, on l'apprend. » Et voilà. Donc pas besoin de demander la permission. Et le Lightning Network est très très théorisé au niveau informatique. Et c'est ça qui le rend a priori super stable, super solide et très rapide. Sauf que faut sortir un peu les rames pour installer des trucs. Donc il y a des acteurs qui sont en train de se positionner et qui pour l'instant perdent de l'argent. Alors c'est souvent des gens qui ont fait fortune dans le Bitcoin, qui en ont acheté des centaines ou des milliers quand c'était pas cher, ou qui les ont minés carrément, et qui aujourd'hui ont les moyens, parce que si on veut faire tourner un nœud Lightning Network et le rentabiliser, parce qu'on va percevoir en fait des frais de transaction, donc ça peut être un business rentable s'il y a beaucoup d'utilisateurs, mais là il faut un investissement de départ, il faut avoir 100 bitcoins à mettre dedans, quoi. Donc évidemment pour les gens qui ont eu 100 bitcoins, moi je me souviens de l'époque où on pouvait avoir 1000 bitcoins pour 25 € sur eBay, et puis eBay ils ont arrêté ça, ils ont dit c'est quoi ce truc, c'est louche, c'est interdit, c'est fini. Voilà, donc pour ceux qui étaient à l'époque Pizza Day, c'était possible. Aujourd'hui, ça devient un investissement plus lourd. Mais ça n'empêchera pas des acteurs, comme on le voit, des gens style BlackRock, JP Morgan et compagnie, d'entrer dedans, quoi. Où est-ce qu'on dit au programme de télécharger les fichiers? C'est une très bonne question. Settings, Advanced peut-être. C'est une bonne question. Ça, je vais pas savoir répondre de but en blanc parce que comme le truc est dockerisé, ça veut dire qu'il faut que le container Docker, donc la machine virtuelle à l'intérieur de laquelle tourne le nœud Bitcoin, ait accès au stockage. Et
qui fait que... Alors, ça, je vais le noter. Je vais regarder. Tchic. Hop. Voilà. Je le note et je m'en félicite. Hop. De donc changer le lieu de stockage. Stockage, pas stockage. Stockage de la blockchain. Bitcoin. Voilà, ok, ça je me le note pour une prochaine fois. Et comme ça me permettra de répondre à ça. Ou un des lundis justement qui a, et de toute façon les replays seront sur YouTube. Donc sinon oui, je reviens à mon Bitax. Donc ça peut valoir le coup, on trouve ces trucs là, alors évidemment c'est un peu de sous, c'est autour de 150 €, et c'est un truc qui est en train de devenir un peu rigolo à la mode. Enfin il y a des boîtes qui ont compris le filon. Alors évidemment ce truc là il n'est pas puissant, il peut pas vraiment être rentable, donc ça c'est sauf dans le cas, parce que tout ça se passe par hasard, c'est-à-dire que si on commence à miner du Bitcoin, même avec une très faible puissance, genre ceux-là sont à 1 TH, donc c'est 1 milliard de transactions de calcul par seconde, donc ce qui est rien du tout par rapport au truc de minage, et il consomme à peu près 5 watts, entre 5 et 30 watts, donc 30 watts plutôt, entre 15 et 30 watts, donc ça veut dire à peu près entre 3 et 5 € par mois d'électricité. On a toutes les 10 minutes, parce qu'il y a un bloc qui est généré toutes les 10 minutes, parce qu'en fait c'est une course, la protection du réseau Bitcoin, c'est des ordinateurs très puissants qui font ces calculs, et le premier qui trouve la solution au problème remporte l'ensemble de la valeur du bloc. En fait, il y a la récompense qui est actuellement de 3 bitcoins et quelques, qui est divisé, c'est ce qu'on appelle le halving, qui est divisé par 2 à peu près tous les 4 ans. Au début, c'était 50 bitcoins, après c'est passé à 25, puis à 12,5, et puis à 6,25, et là aujourd'hui c'est 3,125 bitcoins. Et donc avec ce truc-là, statistiquement et d'un point de vue purement probabiliste, c'est à peu près avec 1 TH, parce que moi j'en ai un qui fait 1 TH, on a une chance sur 1 milliard à peu près toutes les 10 minutes, mais étant donné que c'est toutes les 10 minutes, il y a à peu près 140, c'est comme s'il y avait 144 tirages du loto par jour, et ce qui fait que sur 24 heures, d'après les lois de la probabilité, on arrive à quelque chose qui est mieux que les 6 numéros du loto. Donc ça veut dire qu'on a plus de chances chaque jour, par 24 heures, de gagner 3, et quelques bitcoins. Parce qu'en plus, celui qui gagne, il gagne 125 bitcoins, plus tous les frais de transactions qui correspondent des transactions qui ont été inscrites dans le bloc au moment où il est rattaché à la blockchain. Donc c'est un peu plus, c'est 3 et quelques. Alors sauf que souvent, cette puissance de calcul, on la partage avec d'autres, et ce qui fait qu'il y a au moins le pool qui a servi à rassembler la puissance de calcul qui en prend une part. Ou alors on installe un petit logiciel qui est sur son Umbrel, si on l'a ça, qui est Bassin, celui dont je montrais tout à l'heure. Et donc son petit mineur Bitax, on peut le connecter directement à son Umbrel et il va miner tout seul. Et là, si on a du bol, on a... c'est une chance sur 19 millions, je crois. Non, une chance sur 19 millions, c'est les 6 numéros du loto. Et nous, je l'avais calculé quelque part, c'est une chance sur 7 millions, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je dis peut-être une bêtise, de toucher ces 3 bitcoins avec 1 TH. Alors évidemment, si après vous investissez plus et puis que vous mettez des dizaines ou des centaines de TH,
Mais sauf que là, ça va commencer à vous coûter très cher en machine. Votre appartement ou votre maison, il va commencer à faire 30 degrés dans toute la maison tout le temps. Alors pour se chauffer en hiver, super. J'ai un autre truc, il y a un radiateur aussi qui fonctionne comme un radiateur, sauf que à l'intérieur, au lieu d'être une résistance, c'est un calculateur Bitcoin. Donc lui, pour vous donner une idée, si je le laissais tourner H24, s'il consomme 800 watts, celui-là, il fait 40 TH. Donc, si je le laissais tourner H24, il me coûterait 140 € d'électricité par mois, à peu près, pour me rapporter environ 1 euro par jour de Bitcoin. Parce que lui, je ne l'ai pas mis en loterie, je l'ai mis à rapporter des centimes. Donc, je vois arriver 20 centimes, 50 centimes tous les jours. Donc, évidemment, c'est absolument pas rentable. Sauf, une fois encore, si on ne paye pas l'électricité. Alors là, évidemment, tout bénef. Donc peut-être on peut faire des trucs, il faut des panneaux solaires. Si on arrive avec des panneaux solaires, générer au moins 800 watts, et puis là on peut gagner 30 € par mois, mais il faut voir l'amortissement de la machine qui coûte pas loin d'1 millier d'euros, plus l'amortissement des panneaux solaires, de toute l'installation. Enfin, c'est un calcul à faire. Mais en tout cas, l'avantage qu'il y a à faire ça, et moi j'aime bien cette idée du petit Bitax là, parce que c'est de la loterie, et en même temps, ça participe à la décentralisation du réseau, à faire en sorte qu'un seul acteur ne puisse pas tout emporter, et puis au moins ne puisse pas concentrer entre ses mains plus de 51% de la puissance de calcul. Et plus il y aura de personnes dans le monde qui, même à très petite échelle, même si ça a l'air d'être une goutte d'eau dans l'océan, 1 TH, plus il y aura de personnes qui feront ça, et plus le réseau sera décentralisé, plus il sera efficace, plus il sera sûr et plus il sera rapide. Rapide, bon ça ne va pas changer grand-chose en fait. Voilà, je vois que ça fait 2 heures qu'on est là. On va laisser notre Bitcoin Note. De toute façon, il faut le laisser finir de machin. Alors, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre. Oui, là, entre-temps, il m'a fait 2,44%. Et ça fait 20 minutes qu'il tourne, donc on va le laisser tourner. Et après, il faut que je trouve... Alors, si c'est pas là, parce qu'il y a peut-être... Si on fait un clic droit sur le truc... Non, dépannage, non, c'est pas ça. Arrêter, redémarrer, dépannage et voir dans l'App Store. Donc non, c'est pas lui. Parce qu'après, en fait, ouais, ça c'est... Là, ok, il est en train de calculer son truc. Ouais, je vais regarder ce truc-là, voir qu'effectivement comment le faire, parce que du fait que ça soit dockerisé, je pense que ça va être un peu... Là, il va commencer à falloir sortir de la ligne de commande. Ce qui est bien probable, plus un truc qui probablement aussi ne va pas résister aux mises à jour. Donc, j'avais pas pensé à ce truc-là. J'avais pas pensé à ce truc-là, mais je vais regarder. Voilà, écoutez, moi je vais peut-être pas vous tenir la jambe encore aussi longtemps. Merci beaucoup de votre participation. Et puis, on se retrouve, si je prends mon calendrier, parce que j'ai un planning quand même assez en avance. Tac, tac, tac. Ça pourrait très bien être soit le 14, soit le 28, soit le 29, et puis peut-être quelque chose le 12 ou le 26. Voilà, de toute façon, je mets ça sur les réseaux sociaux mainstream, même si moi, personnellement, je les regarde de moins en moins. Mais je mets quand même l'info. Je ne suis plus sur X. J'ai fermé mon compte il y a quelques mois de ça. Donc, sinon, je vais poster sur LinkedIn, YouTube, TikTok. Pour les prochaines dates, et de toute façon je les mets dans le calendrier de Twitch, même s'il peut contenir des erreurs, puisque comme je le disais au début, il m'oblige à mettre des rendez-vous récurrents toutes les semaines. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ce live, et puis je vous souhaite une très bonne fin de soirée, et on se retrouve super bientôt. Ciao.